qu'est-ce qui s'est passé en 2013 pour que la Chine devienne un des plus grands acteurs importateurs de sorgho au niveau mondial. Merci Madame Tamab. I will speak French. It's more easy for me, I think. So, merci beaucoup, Madame Tamab. Tout d'abord, je souhaiterais présenter tous mes remerciements à l'organisateur de ce congrès, Yves Socom, et plus particulièrement Monsieur Luc Esprit, pour m'avoir invité à parler de la production céréalière chinoise, plus particulièrement sur SOCO. C'est un plaisir pour moi. Je vais essayer de vous apporter quelques éclairages à ce propos. Voilà. Avant de parler de la production céréalière chinoise, j'aimerais bien vous parler quelques mots sur la notion des céréales en Chine. Mis à part son importance économique qu'elle joue, sa dimension économique, les céréales en Chine, tout d'abord, c'est une affaire politique. Les céréales, c'est l'affaire politique en Chine, surtout lorsque on parle des céréales en Chine. Pourquoi? Parce que, vu l'histoire chinoise, chaque fois on change la dynastie, le gouvernement ou un régime politique, c'est toujours lié à la pénurie. C'est pour ça que cette notion s'inscrit dans la tradition chinoise, dans la culture chinoise. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un proverbe en Chine. Tous les Chinois connaissent par le cœur, en disant que les céréales, comme le ciel, dont personne ne puisse s'en priver. Par là, vous pouvez comprendre pourquoi on prend les céréales comme une affaire politique. Voilà. Sinon, par rapport à cette carte, vous voyez clairement que les trois principales céréales en Chine, c'est maïs, blé, riz, du nord vers le sud. Je ne sais pas si ça marche. Les principales zones de production de maïs, c'est plutôt dans les trois grandes provinces nord-ouest, comme vous voyez, avec la frontière avec la Russie, Heilongjiang, Jilin et Liaoning. C'est vraiment les trois zones principales de maïs. C'est aussi le pays natal du soja, si vous voulez, parce que le soja, en effet, l'origine du soja, c'est chinois. Malgré aujourd'hui, la Chine est devenue le plus grand importateur, consommateur de soja. Mais l'origine de soja, ça vient de là, nord-ouest. Le maïs, en effet, c'est la première production chinoise, avec plus de 217 millions de tonnes en moyenne. La deuxième production, c'est riz, dans le sud et sud-est, à peu près 207 millions de tonnes. Troisième céréale en Chine, c'est le blé. Blé, aujourd'hui, on a une production à peu près 123 millions de tonnes. Ces trois principales céréales, comme on le voit bien, il y a une grande spécificité, une particularité, c'est-à-dire les zones de leur production sont concentrées essentiellement à la partie est, c'est-à-dire la région côtière. Pour le riz, comme vous le voyez bien, c'est plutôt vers le sud, c'est-à-dire au sud du Yangtze, le plus grand fleuve chinois. Pour le riz, pour le blé, aujourd'hui, on a toujours un système de subvention, c'est-à-dire les deux productions sont subventionnées par l'État chinois. Les producteurs, ils peuvent bénéficier d'un prix garanti.
ce prix garanti est beaucoup plus élevé par rapport aux cours mondiaux. Pour vous donner une idée, par exemple, aujourd'hui, le prix garanti de maïs, de blé, aux alentours de 320 € à la tonne. Autrement dit, à peu près un tiers plus cher par rapport aux cours mondiaux. Il y a quelques années, on a sorti le maïs du prix garanti. Pourquoi? Parce qu'en Chine, aujourd'hui, on a un stock très très élevé, jusqu'à 140 millions de tonnes, comme les réserves stratégiques. C'est pour ça que le gouvernement chinois a sorti le maïs du système de prix garanti. C'est-à-dire, on subventionne plus le maïs, justement pour baisser la quantité de réserves stratégiques. Vous voyez aussi bien clair, en Chine, il y a 3 zones, 3 territoires de production de sorgho. Sorgho, en effet, c'est la 4e production céréalière chinoise, même si elle a une place au-delà d'autres petits grains, on dit. 4e place, c'est quand même important derrière le blé. Mais quand on regarde la quantité de production, c'est vraiment mineur. Combien? 3 millions de tonnes par rapport aux 3 principales céréales s'élève plus de 547 millions de tonnes. Pourquoi on a une telle petite production de sorgho? Parce que sorgho n'est pas subventionné. Il n'y a pas de prix garanti pour ce petit grain. Ça, c'est plutôt une carte qui vous montre les grandes zones où se trouvent les entreprises, les grands groupes d'alimentation du bétail. Par cette carte, vous pouvez aussi voir une grande spécificité, c'est-à-dire la plus grande entreprise d'alimentation du bétail se trouve aussi à l'est de la Chine. Pourquoi? Parce que pour raison de logistique, la plupart, tout à l'heure Pierre a bien expliqué que la Chine est le grand pays importateur de sorgho depuis 2014, en effet. La plupart, quasi-totalité des sorgho importés en Chine sont consommés, sont transformés par ces entreprises qui sont situées essentiellement dans les zones portuaires ou à proximité des ports maritimes ou des ports du fleuve Yangtze. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? La Chine est tout d'un coup devenue un grand pays importateur de sorgho parce que, à l'époque, même aujourd'hui, le maïs chinois est tellement cher, beaucoup plus cher par rapport au sorgho importé. C'est la raison pour laquelle les industriels chinois ont importé du sorgho depuis les États-Unis, l'Australie et aussi depuis l'Argentine. Mais pour tout dire, en Chine, aujourd'hui, on a 4 origines d'approvisionnement pour sorgho. Bien sûr, le premier, c'est toujours les États-Unis, deuxième, l'Australie, troisième, l'Argentine, et le seul pays asiatique, c'est Birmanie. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais bien vous montrer cette carte pour vous dire que c'est là où on consomme du sorgho importé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la Chine est aussi un gros producteur de sorgho à l'échelle internationale. Si je regarde les chiffres, la Chine produit 3 millions de tonnes et importe 5 millions de tonnes. On consomme 5 millions de tonnes. Du coup, il y a un gap effectivement à remplir avec les importations. Mais quand même, la Chine est aussi un grand acteur en termes de production. Oui, vous savez aussi que les Chinois, d'une certaine façon, ce sont les grands buveurs d'alcool blanc.
schématiquement, la production chinoise de 3 millions de tonnes sont consommées essentiellement par les distilleries chinoises, les usines d'alcool blanc, parce que c'est une raison du coût de l'arôme. Alors, on parlait tout à l'heure de segmentation du marché dans la première présentation, et là, on touche du doigt la segmentation du marché. D'un côté, il y a une consommation food, alimentation humaine pour l'alcool, et d'un autre côté, on a une consommation pour l'alimentation des animaux, et du coup, ça sera plutôt le sorgho importé destiné à l'alimentation animale et le sorgho domestique destiné à l'alimentation humaine, justement à cause de ce différentiel de prix. Oui, tout différentiel de prix entre le maïs chinois et sorgho. Sorgho importé, plus de 95% de sorgho importés sont utilisés dans l'alimentation du bétail. La production locale, c'est pour l'alcool blanc produit par les distilleries chinoises. Voilà. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, il existe aussi quelques petites distilleries chinoises qui transforment du sorgho importé, mais ce sont vraiment des petites marques. Toutes les grandes marques de liqueurs chinois, exclusivement, ils utilisent du sorgho chinois pour raison de l'arôme, tanin. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va se passer cette année avec la réduction des exportations américaines de sorgho vers la Chine ? Est-ce que les stocks, on parlait de stocks de sécurité tout à l'heure, les stocks de sécurité chinois sont élevés en sorgho et aussi en d'autres céréales. La production chinoise va-t-elle augmenter elle-même, ou bien est-ce que la Chine va chercher plutôt à diversifier ses sources d'approvisionnement au-delà des États-Unis et des pays fournisseurs habituels? Oui, votre question est très complexe, grande et aussi très précise. En 2 minutes. Oui, mais en effet, tout à l'heure, comme ce que vous avez bien expliqué, le sorgho chinois, c'est pour la fabrication d'alcool blanc, sorgho importé pour l'alimentation du bétail. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec 25% de surtaxe pour le sorgho américain? Et en plus de ces 25% de surtaxe pour le sorgho américain, on a encore 179% de caution si on importe du sorgho en provenance des États-Unis. C'est pour ça que c'est quasiment aujourd'hui nul. Mais qu'est-ce qui va remplacer ce manque à l'absence de sorgho américain? En effet, les Chinois aujourd'hui ont décidé, depuis quelques mois, les autorités chinoises ont décidé de baisser la teneur en protéines dans l'aliment du bétail. Sorgho, c'est une chose, ça c'est plutôt pour soja. Et en même temps, on importe des orges fourragères. Lorsqu'on regarde les échanges mondiaux des orges fourragères, la Chine depuis quelques années importe aussi des orges fourragères. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on importe des DGS. Les trèches. Des trèches. Des trèches, voilà. Et aussi, en Chine, on a aussi essayé de baisser le prix de maïs locaux. C'est pour ça, même si on a moins de sorgho américain en Chine, il n'y a pas beaucoup d'impact pour les industriels d'aliments du bétail. Parce on utilise d'autres substituants. Ok. Voilà. Très bien. Je propose de passer la parole à Ralph, parce qu'on parle d'actualité. Donc les États-Unis sont au cœur de l'actualité, puisqu'il y avait des élections hier, les élections de mi-mandat. Lee nous a dit les céréales, c'est une affaire politique. Est-ce que les céréales sont aussi une affaire politique aux États-Unis ? Oui et non.
c'était une affaire politique jusqu'à hier soir, dans la mesure où M. Trump s'est beaucoup appuyé sur le milieu rural pour faire des élections, une espèce de référendum sur sa personnalité. Maybe I'll say a few words about the election in English first. Can I do that? Sure. Okay. So, as you know, we had the midterms election yesterday, and I think the conclusion is that it did not produce the tidal wave from the Democrats that was expected. There have been gains by the Democrats, but not to the extent that were forecast even 2 months ago. So Trump pursued a very high-risk strategy, which he always does, by the way, which is divide and conquer, and divide the electorate, polarize the electorate, and solidify his base. That's his only strategy, and it will be a strategy in 2020 again. He is not interested in making broader, in a broader appeal to the independents or to the women or to some other categories. He is only interested in solidifying his base, which produced the results that were expected. The Democrats took control of the House, mostly because the election for the House, for the representative, is on a purely demographic basis. Give you an example, California has probably 50 representatives in the House, Vermont has only 1. And this trend has been sort of undermining the rural areas in the House and overrepresenting the cities and the suburbs. So this was expected. On the Senate side, on the contrary, Trump made gains. They are going to gain probably 4 or 5 seats to a majority of 55 versus 45 for the Democrats, which is a very good result for Trump. And so the result, the situation when you look at it's striking when you look at the map. You have the inland USA is red, it's Trump country. It's the rural areas and the blue-collar workers from the manufacturing industry. That's Trump voters. So, and the blue, which are Democrats, of course, is just the 2 coasts. You have the Pacific coast and the eastern part of the Atlantic coast. And so, to a certain extent, you could make the argument that the Democrats, especially since Hillary Clinton, has become the party of the elite. And Trump is rebuilding the Republican Party from the base, from the workers, from the blue collars, and it has become a populist party dominated by Trump and pushing aside the traditional establishment of the country club gentry from the Republican Party. So that's the result of the election. And it's obviously going to impact the trade policy. And je vais dire maintenant quelques mots sur la politique commerciale et la situation, notamment dans les relations avec la Chine, parce que, comme on va le voir, souvent des productions agricoles comme le sorgho ou le soja se retrouvent des victimes collatérales d'un conflit qui les dépasse complètement et auquel ils n'ont strictement rien à voir, de nature plutôt géostratégique. Ou alors les instruments. Oui, ou alors les instruments. Oui, mais enfin, dans l'absolu, là, oui, alors ça a été pour les Chinois, c'est des instruments. Pour les Américains, c'est des victimes collatérales. Bon, alors pour répondre à votre question, je ne pense pas que l'idée que comment dirais-je, la production agricole, la production céréalière américaine soit une arme stratégique est un peu dépassée à mon avis dans le système américain. C'est avant tout un problème économique qui a des implications de politique intérieure. Mais l'idée qu'il faut développer l'aide alimentaire pour créer des démocraties en Afrique, tout ça avec Trump c'est fini, ça n'existe plus, donc on oublie. Voilà, alors sur les relations avec la Chine, entre les USA et la Chine, là aussi pour comprendre l'enjeu, il faut se reporter aux déficits commerciaux.
et au fait que Trump, une des rares convictions qu'il a en matière politique, c'est sur les déficits commerciaux et sur la politique commerciale. Depuis 1980, il fait des discours et il écrit sur les déficits et la politique commerciale. Et à l'époque, la cible, c'était le Japon. Aujourd'hui, la cible, c'est la Chine. Donc voilà un peu, si vous voulez, d'où on vient. Le déficit, alors il est très important, hein, 375 milliards de dollars, avec des importations chinoises aux États-Unis de plus de 500 milliards et des exportations américaines vers la Chine de 130 milliards, dont à peu près 20 milliards de produits agricoles. C'est quand même le troisième client, à égalité avec le Canada et le Mexique, c'est le troisième client pour l'agriculture américaine. Et dans les 20 milliards, c'est de façon ultra dominante le soja. Presque 13 milliards d'exportations. Le deuxième poste en 2017, c'était encore le sorgho quand même, avec 800 millions de dollars d'exportation. Ça doit faire à peu près 4 millions de tonnes et demi, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, 5 millions de tonnes. Alors, l'argument qui est utilisé et qui a été développé au travers des instruments politiques dont Trump dispose dans la loi américaine, c'est que les déficits sont un enjeu de sécurité nationale. Et que la sécurité économique et donc la santé du commerce extérieur des États-Unis est un instrument de sécurité nationale. Donc il a utilisé des procédures tout à fait inhabituelles qui n'étaient plus utilisées depuis M. Bush, père, donc depuis les années 90, qui permettent au titre de la sécurité nationale de prendre des mesures protectionnistes, tout simplement, de mettre des droits de douane, de prendre des mesures de contingentement, de quotas, etc. C'est ce qu'il a fait sur l'acier, et donc ça a été la première décision, une des premières grandes décisions de Trump, ça a été l'imposition de droits à l'importation sur l'acier et l'aluminium, toute provenance, hein, y compris la Chine, bien sûr, de 25%. Tous ces droits aujourd'hui sont toujours en place, en dépit et les contre-mesures qui vont avec, parce qu'évidemment la Chine a pris des contre-mesures, l'Union européenne a pris des contre-mesures, enfin voilà. Tout ça est toujours en place, en dépit de toutes les discussions qui ont eu lieu, et même de l'accord qui est intervenu avec les États-Unis, avec le Mexique et le Canada. Les droits acier sont toujours en place. Alors ça touche... Avec la Chine, si vous voulez, il y a eu 2 trains de mesures de rétorsion commerciale. La première, c'est celle que je disais sur l'acier, et la deuxième, c'est lié à ce que les Américains estiment être le pillage de leur propriété intellectuelle par les entreprises chinoises. Et ça a donné lieu à l'imposition de 200 milliards de sanctions, sur 200 milliards de sanctions de produits chinois. Et ce faisant, si vous voulez, on a touché à peu près... Alors les Chinois, bien évidemment, ont pris des contre-mesures à hauteur de 130 milliards à peu près, qui englobent pratiquement la totalité des exportations agricoles américaines. 90% des exportations américaines sont visées par les mesures chinoises. Le soja, qui était taxé à 2%, est passé à 28%. Sur les viandes de porc, par exemple, les deux droits se sont cumulés, l'acier et la propriété intellectuelle. On est à 70% de droits de douane à l'importation de viande de porc en Chine. Le sorgho, on est à 27%, et le maïs hors quota, par exemple, on est à 90%, comme le blé. Donc c'est quand même des sanctions qui sont fortes et qui ont des incidences, bien sûr, sur les courants d'échange. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis l'été, il y a eu 0 négociation entre les États-Unis et la Chine. À 2 reprises, Trump avait envoyé ses ministres avant l'été, à l'époque où il estimait avoir encore besoin des Chinois sur le problème nord-coréen. Aujourd'hui, il estime qu'il a les mains plus libres et que donc on peut traiter les Chinois un peu moins bien qu'avant. À 2 reprises, les ministres américains se sont rendus à Pékin et sont revenus avec des accords qui étaient des accords de court terme dans lesquels la Chine s'engageait à réduire le déficit de 100 milliards, à acheter des avions, à acheter du soja et à acheter un tas de produits agricoles. Et Trump a dit niet. Il a rejeté, il a démenti ces 2 ministres et il a rejeté les 2 accords. Mais bon, à l'occasion, tout le monde a compris que le négociateur commercial américain, c'est Trump lui-même et personne d'autre. Ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes dans les relations de pays à pays. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les relations Chine-États-Unis se sont détériorées au cours des derniers mois et dépassent très nettement le cadre commercial strict, si vous voulez. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a toute une politique
de restriction des investissements chinois aux États-Unis, notamment dans les secteurs de haute technologie, qui fait que cette année, les investissements chinois aux États-Unis ont baissé de 97% quand même. Donc c'est quand même pas rien. Il y a des problèmes en matière de sécurité, de relations militaires, d'espionnage, etc. Enfin, toute une palette de questions, si vous voulez, qui se posent actuellement et qui rendent en fait la résolution du problème commercial d'autant plus difficile. Alors, on peut se poser la question, que veut M. Trump dans cette affaire ? D'abord, il faut qu'au niveau de son administration, les ministres sont divisés sur le sujet. Il y a la tendance dure et il y a la tendance plus conciliante. Et pour le moment, c'est la tendance dure qui l'a emporté, la tendance dure étant incarnée par le négociateur commercial, M. Lighthizer, qui se souvient de la façon dont il a géré le dossier Japon dans les années 80 et qui essaye de faire la même chose avec la Chine. Trump considère que le péché originel, c'est l'accession de la Chine à l'OMC. Et qu'en 2001, d'ailleurs, quand on regarde les déficits, jusqu'en 2001, on était à 80 milliards, et à partir de 2001, les déficits, avec les États-Unis, ont absolument explosé. Il considère que c'est la tâche originelle de l'OMC parce que on a permis à la Chine d'accéder aux marchés occidentaux, à tous les marchés d'ailleurs, pratiquement sans contrepartie. L'engagement à l'époque, c'était que la Chine allait se diriger vers une économie de marché, donc de se démarquer par rapport à l'économie d'État et l'économie centralisée vers une économie de marché. Et on constate aujourd'hui que ça ne s'est pas produit et qu'au contraire, depuis l'avènement du nouveau président chinois, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc ça c'est un fort constat qui est d'ailleurs assez largement partagé par l'opinion américaine, et un des succès de Trump là-dessus, c'est d'avoir réussi à bâtir un assez large consensus dans l'opinion américaine et dans la classe politique américaine pour dire la Chine c'est maintenant ou jamais. Il faut marquer le pas, il faut marquer le terrain. Si on ne le fait pas aujourd'hui, qui sera le premier leader économique mondial dans 20 ans ? Est-ce que ce sera les États-Unis ou est-ce que ce sera la Chine ? C'est ça la vraie question à laquelle il tente de répondre. Alors, quels sont les impacts concrètement sur le monde agricole de ces nouvelles conditions politiques au niveau américain ? On voit bien qu'il y a un impact sur les exportations, un impact commercial. Il y a sans doute un impact en termes de production aussi, puisque les États-Unis étant un acteur mondial majeur en termes d'exportation de produits agricoles, en particulier vers la Chine. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce qu'il y aura une réorientation finalement des exportations ailleurs vers d'autres destinations? Et puis en termes de choix de production, notamment pour le sorgho, puisqu'on est ici pour parler du sorgho, est-ce que les producteurs américains vont se dire c'est moins intéressant pour nous de produire du sorgho puisqu'on n'a plus ce débouché chinois maintenant, ou beaucoup moins qu'avant, et du coup est-ce qu'ils vont se détourner vers d'autres productions? Alors, si vous voulez, on peut regarder par exemple effectivement le sorgho et le soja. Sur le soja, 12 milliards de dollars d'exportation, c'est un petit peu dur à perdre. Une partie, alors ce qui se passe, c'est que les stocks vont augmenter, les stocks de fin de campagne vont augmenter bien sûr, mais une partie de les exportations américaines, l'USDA estime que globalement, l'effet global sur les exportations américaines de soja, ce sera moins 10%, pas plus. Et il y a une réorientation des exportations, notamment vers l'Europe, puisque M. Juncker, dans cette fameuse discussion avec Trump au mois de juillet, s'était engagé à acheter plus de soja. M. Juncker n'achète pas de soja à ma connaissance, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais on constate dans les faits que les exportations vers l'Europe, mais pas de manière à compenser la perte chinoise. Alors, l'autre incidence, bien sûr, c'est que du fait de la baisse des prix du soja, la rentabilité prévisionnelle du soja sur la prochaine campagne est plus faible que celle du maïs. Donc on va avoir un shift, on va avoir un glissement des surfaces des surfaces soja qui avait beaucoup augmenté, qui avait progressé, je crois, de 15 ou 20 millions d'acres dans les 3-4 dernières années, parce que c'était plus rentable. On va avoir un glissement vers le maïs. La question, ça va être quelle est l'amplitude du glissement. Aujourd'hui, on estime à peu près à 2 millions, entre 2 et 3 millions d'hectares. Donc 17-18 millions de tonnes à peu près. Alors,
sur le sorgho, quand on regarde, alors effectivement, on a parlé tout à l'heure des années 2013, je crois, c'était où il y a eu cet appel de. Alors, dans les critères dans les causes qui sont citées aussi par l'USDA et dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est le régime d'importation du maïs, les quotas, qui sont limitants quand même pour les importations, et surtout les OGM. C'est une des explications que donnent les Américains, c'est que les industriels chinois ont préféré prendre, pour des raisons de prix bien sûr, mais aussi pour des raisons de ne pas être emmerdés avec les OGM et d'acheter du sorgho. Donc ça c'est des questions d'événements non autorisés, voilà. etc. Donc apparemment les barrières sont moins contraignantes que pour le maïs. Alors attends, j'en termine. Donc on a là aussi une réorientation vers l'Europe. Apparemment, on prévoit un doublement des exportations sur l'Espagne. De sorgho. Ouais, de sorgho, et un doublement de l'utilisation du sorgho pour la production d'éthanol. Je rappelle quand même que, en plus, M. Trump s'est engagé à porter à 15% le taux d'incorporation de l'éthanol dans l'essence cette année. Donc, ça va créer un appel d'air important pour le maïs et accessoirement pour le sorgho. À peu près 25% du sorgho va cette année à l'éthanol. Donc, c'est quand même pas rien. Donc il faut que les industriels puissent s'aligner aussi, qu'ils puissent utiliser du sorgho là où ils utilisaient du maïs auparavant. Je ne sais pas techniquement comment ça fonctionne. De toute façon, il y a toujours l'ancienne usine de nos amis espagnols, d'Abengoa, qui raffinait du sorgho au Texas, je crois. Donc, mais il y a plusieurs unités qui utilisent du sorgho comme substrat. Bon. Je voudrais peut-être repasser vite la parole à Lee, qui pourrait peut-être réagir à ce qui vient d'être dit. Et puis ensuite, on va passer à Leandro, bien sûr. Parce qu'il y a des impacts forts, évidemment, de ce contexte Chine-États-Unis sur l'Argentine. Lee. Merci. Juste quelques petits éléments par rapport à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Parce que c'est une version tout à fait chinoise que je vais vous présenter, illustrer. En Chine, on dit que la guerre commerciale, on vient de vivre, ou on est en train de vivre, c'est plutôt un effet. Un effet parce que la cause réelle, c'est une guerre politique, stratégique entre la Chine et les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, lorsque le gouvernement chinois a sorti le plan de développement à l'horizon de 2025, dans ce plan, le gouvernement chinois a défini quelques secteurs prioritairement à développer. Voilà. C'est-à-dire encourager l'innovation, intelligence artificielle, technologie digitale, aérospatiale, etc., haute technologie. On dit aussi que la Chine doit améliorer la qualité des produits industriels, y compris la qualité des produits agricoles. C'est pour ça, depuis 2015, on avait déjà diversifié, anticipé ce genre d'origine d'approvisionnement, avec la Russie, avec les pays de la mer Noire, pour la soja, pour le maïs, etc. On dit aussi, en 2015, dans ce plan de développement à l'horizon de 2025, optimiser la structure économique dont vous avez parlé, parce que les Américains, ils ne sont pas très contents sur l'exportation de l'acide, de l'aluminium vers la Chine, vers les États-Unis. Et le gouvernement chinois, dans ce plan, dit aussi qu'il faut développer le pays, la Chine, d'une façon durable et bio. Pour atteindre ces objectifs, etc., le gouvernement chinois a demandé, a défini de passer 3 étapes. C'est-à-dire, à l'horizon de 2025, la Chine devrait être un pays parmi les plus grands industrialisés. Et surtout, made in China, c'est-à-dire manufacture. À l'horizon de 2035, la Chine devrait, au niveau moyen, des pays industrialisés dans le monde, y compris manufacture.
forte capacité en manufacture. Troisième étape, c'est là. À l'horizon de 2045, c'est-à-dire au 100e anniversaire de la République populaire de Chine, la Chine devrait un des grands pays industrialisés. Là, en économie, il faut qu'on soit modernisé. En industrie, il faut qu'on ait une industrie manufacture moderne. Et aussi, surtout ça, en armée, c'est-à-dire, terme chinois, la défense nationale. Pourquoi? Parce que les autorités chinoises, le gouvernement chinois souhaitent protéger la richesse, etc. Et c'est là, l'administration américaine a demandé au gouvernement chinois d'abandonner votre plan. Voulez-vous être atelier du monde? Ok, on est d'accord. Voulez-vous être le premier pays exportateur des marchandises basiques? Ok, on est d'accord. Surtout pas de partager avec nous la haute technologie. Ça, c'est pas votre secteur. Le président chinois Xi Jinping, il a dit, non, monsieur, américain, nous sommes chinois, nous avons le droit de faire notre destin. Nous avons le droit de choisir notre mode de développement. Et c'est là, ça sème la guerre, d'après les Chinois, la guerre commerciale. C'est pour ça, en Chine, on dit que la guerre commerciale, ce n'est qu'un effet. Ce n'est pas la cause réelle. La cause réelle, c'est les Américains, l'administration américaine souhaite bloquer la Chine d'être le premier pays puissant dans le monde. Très bien. Voilà. Je vais donner enfin la parole à Leandro. Donc on a beaucoup parlé de politique. Je peux conclure quand même sur je peux dire un mot de conclusion sur la Chine. On va juste laisser Leandro parler et on reviendra après, s'il nous reste quelques minutes. Leandro, c'est important que vous parliez maintenant, puisqu'on a beaucoup parlé de politique et de stratégie commerciale des matières premières agricoles qui s'intègrent comme instrument ou victime de politiques plus générales. Et je crois qu'en Argentine, on est complètement là-dedans aussi. Expliquez-nous. Oui, bonjour à tous. De prime abord, j'aurais voulu remercier Sorgo Maidi de cette invitation et c'est un grand honneur, un plaisir et un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui. E vorrei innanzitutto ringraziare Sorgo Maidi per questo invito, è un onore e per me anche una soddisfazione di partecipare in questo incontro. Grazie, ci parlerò in francese, mi dispiace. On est polyglotte ce matin. Oui, il n'y a pas de problème. J'aurais aimé d'abord montrer, identifier rapidement des atouts que le sorgho présente en Argentine, mais aussi des difficultés. Car les difficultés, je pense que ce sont les mêmes pour tout le monde. Et ce serait bien dans ces congrès qu'on puisse parler effectivement des atouts et aussi bien des problématiques auxquelles le sorgho est confronté. Et je pense que l'Argentine est un bon exemple. D'abord montrer qu'en Argentine, le sorgho est une culture historique. Les producteurs connaissent bien le sorgho. Regardez en rouge la surface, l'évolution de la surface de l'Argentine, et en blanc et en bleu les exportations. Et regardez bien que dans les années 60-70, on a triplé les exportations au niveau mondial du sorgho. C'est 3 fois de plus début du 60 jusqu'au mi-70. C'est pour cela que l'Argentine a accompagné cette tendance. En ligne rouge, on est arrivé même à 3 millions d'hectares d'emblavement. C'est au début des années 70. Et ensuite, après, c'est un copier-coller ce qui s'est passé au niveau mondial. Après, à partir de la mi-70, il y a eu une baisse du trade international du sorgho, car il y a eu le blé, aussi bien le riz, qui sont devenus plus compétitifs et aussi bien se sont développés grâce au développement plutôt aussi génétique et productif. Et c'est pour cela que l'Argentine a baissé le rythme de l'enveloppement. Mais ce qui est intéressant, regardez bien après le rebond qui se fait à partir des fins des années 70. Et on voit bien, mesdames et messieurs, que la guerre commerciale, je parlais plutôt des guerres économiques, et sur ce fond, je suis entièrement d'accord avec Ralph et aussi bien avec Lee, parce que ce qu'on appelle la guerre économique est ancienne parce que regardez ce qui s'est passé à la fin des années 70. Et décembre 79, il y a l'invasion de l'Afghanistan, de l'Union soviétique.
et M. Jimmy Carter décide d'appliquer un embargo en janvier 81, bon, il a mis les Argentins parce qu'ils se sont dit, bon voilà, vous allez faire l'embargo de la même manière que nous. Bon, bien sûr, les Argentins ont dit oui, oui, bien sûr. Les Américains avaient fait un plan quinquennal avec l'Union soviétique de 5 ans, 25 millions de tonnes de grains tous les ans livrés. Jimmy Carter dit, on va caper ça à 8 millions de tonnes. Il fallait trouver 17 millions de tonnes supplémentaires, et c'est pour cette raison que l'Argentine est devenue le principal fournisseur de sorgho dans l'Union soviétique, et on est arrivé à exporter 5,4 millions de tonnes. On a produit 8 millions de tonnes de sorgho et 10 millions de tonnes de production de maïs. On avait la deuxième culture la plus importante, c'était le sorgho dans les années 80. Après, bilan de l'histoire, l'embargo fini, et à partir de là, vous voyez la baisse, parce que c'est fini l'embargo, on reprend les exportations plus doucement. Après, il y a le soja qui arrive, il y a le blé qui se développe de plus en plus, et dernier rebond, c'est, vous voyez, presque 1,3 million d'hectares, on l'avait en 2012-2013, et on arrive à nouveau à 3,1 millions de tonnes, 42% du marché. On a eu, en 2012-2013, presque la moitié du marché mondial du sorgho. Et pourquoi ce rebond? Ça, c'était lié plutôt à une question interne, parce qu'on a commencé à taxer les exportations, on a commencé à appliquer des quotas d'exportation, notamment pour le blé et le maïs. Et le seul produit qui n'avait pas de quota, justement, c'était le sorgho. Donc, les farmers argentins en ont bien profité du fait que le prix du sorgho s'est trouvé au-dessus du prix du maïs, et d'où l'augmentation de leur rendement. Ensuite, après, en 2015, fin des années 2015, on supprime le quota d'exportation pour tous les produits, aussi bien pour les taxes, ça c'est une autre chose parce qu'on revient après. Et là, à partir de là, le sorgho devient petit à petit à nouveau délaissé par d'autres produits, notamment pour le maïs. Mais ce qui est intéressant justement de montrer, voilà, c'est ça. Voilà, Pierre l'a bien montré, hein, les échanges au niveau international. Regardez en rouge, ça c'est bel et bien la Chine. Mais regardez de notre côté le fait que la Chine entre dans le marché du sorgho représente. Bien évidemment, pour l'Argentine, est une grande opportunité, mais au début, ça n'a pas été une opportunité. Parce que regardez bien, nous avions nos principaux débouchés, comme Pierre l'a bien dit, c'était le Japon, ça reste le Japon, mais c'était le Chili, la Colombie. Et ce qui s'est passé quand la Chine est entrée dans le marché, est que du jour au lendemain, le sorgho, qui était relativement compétitif, est devenu trop cher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'aussi bien le Chili, la Colombie et d'autres pays ont commencé à acheter plutôt du maïs au détriment justement du sorgho. Et on a signé le protocole phytosanitaire en novembre 2014. C'était une très bonne opportunité pour l'Argentine. On a embarqué presque 90 000 tonnes d'un seul coup, à la mi-2015. Mais fort malheureusement, ensuite après, on a eu quelques cessez, mais pas plus que ça, parce que on pense qu'il va falloir améliorer effectivement, plutôt essayer de retoucher le protocole phytosanitaire, et j'en parlerai après. Et juste après de dire ça, je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a un douzième atout pour le sorgho, parce que la culture du sorgho est une culture noble, est une culture résistante, vous le savez bien, à la sécheresse, et est une culture qui s'adapte à différents débouchés commerciaux. Et au niveau, Pierre l'a dit, au niveau de coût de production, et en Argentine, le coût de production du sorgho est autour de $530 à l'hectare, contre $770 à l'hectare pour ce qu'on appelle un maïs tardif. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le sorgho vis-à-vis du maïs? Et qu'est-ce qui nous manque au niveau du sorgho? Regardez en bas le sorgho et tout au haut le maïs. Et regardez comment se fait-il que le maïs s'est développé envers les régions historiques du sorgho en Argentine, qui est bel et bien toute la partie nord, centre-nord de l'Argentine. 2/3 de la production en Argentine se trouve tout au nord. Mais ce qui s'est passé, c'est que grâce à la biotechnologie qui a fait des miracles en Argentine, on a réussi
plutôt à envlaver le maïs au mois de septembre, au mois d'octobre, on commence à envlaver le maïs au mois de décembre. Ça, c'est ce qu'on appelle du maïs tardif. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir le temps sec et chaud du mois de décembre, janvier, et que la floraison coïncide pendant cette période, on essaye de caler la floraison au mois de février. Et ça a permis que le maïs tardif présente un rendement assez stable vis-à-vis de ce qu'on appelle le maïs précoce. Et ça, c'est grâce à la biotechnologie, parce qu'on a des hybrides, on a des nouveaux événements qui permettent résistance à la sécheresse et résistance notamment aux insectes. Et ça a permis dans des endroits où on ne pouvait pas emblaver du maïs parce qu'il y avait trop d'impact des insectes, là, on y arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste dans ces endroits-là où il y avait du sorgho, il y a le maïs. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un marché du maïs. Et non seulement les producteurs connaissent le maïs, mais ils connaissent les différents débouchés. Et notamment le marché intérieur. Parce qu'on a un vrai marché bioéthanol dont le maïs est utilisé. Et pourquoi se fait-il qu'on n'utilise pas le sorgho, comme c'est le cas de l'Uruguay, pour utiliser le bioéthanol, alors que l'on pourrait faire? Et bilan l'histoire, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'embarquer, mais quand on a besoin d'embarquer, il faut s'adresser à une atomisation de la production, parce qu'on a des producteurs à droite, à gauche, on a du mal à faire justement un bateau, avec des différents types de qualités dont personne ne les connaît, et vice-versa. Quand le producteur sème, comme le producteur s'investit, ensuite après, il souhaite vendre, et il n'y a pas de marché. Et je reprends les mots du président de ce matin, c'est extrêmement important effectivement de solidifier, d'ancrer et de bien faire connaître les débouchés justement, car c'est une culture formidable et qui pourrait d'ailleurs rendre plus avantageuse cette culture. Et que ce ne soit pas une question du marché de dire il n'y a pas de problème, c'est le bruit de l'Argentine, c'est la passion argentine. Il n'y a aucun problème. Bon. Mais la question, c'est que... Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Bien, c'est arrêté, on peut... C'est la concurrence des cultures qui font beaucoup de bruit. Donc, c'est important que le marché... Mais je reviens quand même sur quelque chose que vous venez de dire, sur le côté génétique et biotechnologie. C'est la deuxième fois qu'on aborde ce sujet. Ça fait cette concurrence maïs-sorgho, on en parle souvent en termes de compétitivité, de prix de marché différents, de coûts de production différents qui entrent en jeu dans cette concurrence. Finalement, une concurrence pour les mêmes marchés, pour les mêmes utilisations, du fait de leur composition proche. Et finalement, on peut s'interroger sur le potentiel de développement de la génétique pour le sorgho qui pourrait répondre à cette diversification des segments de marché auxquels le sorgho s'adresse. Marie-Cécile, je vous donne un exemple. En 2011, l'Argentine a modifié son standard commercial au sein du marché local. Au jour d'aujourd'hui, on a une segmentation, on pourrait avoir une segmentation du marché car on peut ségréguer le sorgho par couleur, par teneur de tanin. On peut faire des lots sans spécification des tanins mais avec spécification couleur, que ce soit roux, que ce soit blanc. On peut faire des lots avec des distances d'extension par couleur mais par tenure de tanin. On peut faire tout. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ce qui manque véritablement, c'est un marché organisé, c'est un signal des prix. Regardez bien nos prix FOB. Regardez le prix australien rendu Brisbane, regardez le prix rendu Texas et regardez le FOB argentin qui s'est trompé. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour nous qu'on se trouve avec un prix au-dessous de $40 de celui du sorgho américain? Parce que là, vous savez pour un producteur ce que cela signifie, Marie-Cécile. Pour un producteur, cela signifie qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez un prix rendu port à $118 pour le sorgho contre $147 pour le maïs. Vous voyez? Et quand vous voyez ça, regardez, c'est ça notre problème. Parce que je suis en train de parler d'un rendu port à $120 à peu près, contre 145 pour rendir les traits, mais ça c'est rendu port. Et nous en moyenne à peu près, on est à 400,
500 km des distances de nos ports. Et avant la dépréciation du peso, qui a rendu bien évidemment plus compétitif le coût de production en Argentine, regardez ce qu'on avait en moyenne comme coût de transport, $50. 50 $, ça veut dire quoi? Vis-à-vis de 41 $ pour faire un bateau jusqu'à Shanghai. Vous voyez l'impact de la logistique. Et regardez la matrice logistique que nous avons vis-à-vis de nos concurrents, que c'est le cas bien évidemment des États-Unis et de l'Australie. Nous avons à peu près 11 sorgho, parce que tout produit confondu, on est à 85% au niveau du transport routier. Mais en sorgho, on est à 93%. C'est-à-dire on est tout à fait dépendant du transport routier. Et quand il faut faire effectivement 400-500 km de distance, d'où le fait qu'on est en train de relancer les trains, le transport ferroviaire qui est moins coûteux. Pour résumer, on a un handicap d'un point de vue logistique, on a un handicap d'un point de vue commercial qu'il n'y a pas de signaux de marché vis-à-vis du marché international, car nous avons un prix fort plus faible que le reste des concurrents. Même aujourd'hui, alors que les États-Unis exportent moins, notamment vers la Chine, est-ce qu'il n'y a pas un signal de marché fort? Alors, c'est la question vraiment qu'il faut discuter, parce qu'aujourd'hui, on est en train vraiment on discutait avec Lee tout à l'heure, on est en train de reprendre nos discussions vis-à-vis des autorités chinoises. On va trouver bien évidemment un accord. Et la Chine a investi en 2002 en Argentine 21 millions de dollars. En 2016, les investissements chinois en Argentine, c'est 1,3 milliard de dollars. C'est-à-dire les investissements chinois sont colossaux. Dans les infrastructures, dans les ports, etc. Surtout dans les énergies renouvelables et dans l'infrastructure, exactement. Donc on trouvera un accord. Mais quel est au jour d'aujourd'hui le souci que nous avons actuellement? On a un protocole phytosanitaire. Vous savez bien que Lee le sait mieux que moi. Vous pouvez être un fournisseur traditionnel et vous pouvez éventuellement être un outsider. Et nous sommes, d'un point de vue du sorgho, un outsider. Or, on a un protocole phytosanitaire. Ce qui se passe, c'est que dans le protocole phytosanitaire, déjà, on est interdit d'exporter en tant que destination humaine, à destination humaine. Donc déjà, on ne peut pas exporter n'importe quoi. Et la question, c'est qu'on peut exporter juste uniquement pour l'industrialisation, pour le processing, ok? C'est juste pour le processing. Là, vous parlez de la Chine, vous parlez de toute destination. Je parle du sorgho argentin vis-à-vis de la Chine. On ne peut pas exporter du sorgho, que ce soit pour la destination humaine, que ce soit bien évidemment pour semer, et que ce soit aussi pour l'alimentation directe. Il faut que ce soit processé. Et pour que ce soit industrialisé aussi, on a la quarantaine, et ce sont 25 mauvaises herbes qui rentrent en quarantaine, donc pas de problème, sauf que nous avons une seule mauvaise herbe qui pose énormément de soucis, c'est le sorgho d'Alep, c'est le Johnson grass in English, et alors c'est pas un problème parce que nous pouvons bien évidemment la maîtriser, mais là il faut que ce soit libre effectivement de cette mauvaise herbe. Alors le souci là-dessus, c'est qu'il y a un coût supplémentaire parce qu'il y a du tamisage, il y a des choses commerciaux à mettre en place. Et ce qui se passe, qu'il y a tellement de risques pour ne pas y arriver, parce que le risque zéro n'existe pas, et d'où votre question et d'où ma réponse. On a une opportunité, je pense qu'on va saisir cette opportunité, mais il va falloir bien évidemment assouplir ces conditions, parce que si on n'assouplit pas ces conditions, alors, Lee, est-ce que la Chine va assouplir ses conditions d'importation? Non. Pourquoi? Parce que mais c'est pas unique. Bon, aujourd'hui, en Chine, les autorités chinoises, en effet, ont décidé de renforcer la sécurité sanitaire. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde sait, depuis quelques années en Chine, il s'est passé quelques scandales de la sécurité sanitaire. Depuis du lait infantile chinois, il y a quelques années, scandale. Aujourd'hui, on a encore des enfants malades, des victimes, des enfants, à cause de ce lait infantile contaminé. Et après, on a des problèmes, comme ce que vous avez dit, avec maïs OGM américain, variété
si je me rappelle bien, 1162. Là, il y a des traits qui ne sont pas autorisés, enregistrés en Chine. Donc, ça crée tout d'un coup des problèmes. Tout récemment, on a encore des problèmes avec, toujours dans le secteur sécurité sanitaire, avec du lait infantile en provenance de Nouvelle-Zélande. Tout ceci, ça oblige les autorités chinoises, le gouvernement chinois, de fusionner. C'était il y a 5 mois, de fusionner quelques grandes administrations chinoises qui étaient tout à fait indépendants, mais ils sont concernés tous par le marché, par médicaments, par sécurité sanitaire, pour créer une nouvelle administration générale d'État de la supervision du marché des produits pharmaceutiques alimentaires. Cette fois-ci, on a aussi mis la quarantaine dans cette nouvelle administration chinoise. Tout ceci pour dire que les autorités chinoises ont décidé fermement de renforcer le contrôle de la sécurité sanitaire. Pas uniquement pour l'Argentine, c'est une préoccupation générale pour les autorités chinoises. Donc ça ne va pas être facile pour les exportations de sorgho argentine. Mais juste peut-être pour finir, parce que le temps passe, Ralph voulait rajouter un mot, et puis je voulais aussi poser une question par rapport à l'Europe, peut-être pour reboucler l'Europe élargie même. Est-ce qu'une des stratégies chinoises n'est pas de diversifier ses sources d'approvisionnement, et est-ce que du coup l'Europe élargie avec la Russie, l'Ukraine ne serait pas de nouvelles opportunités en fait d'exportation? La Chine. Importation, l'exportation. De nouvelles importations chinoises de sorgho en provenance de Russie, d'Ukraine notamment. Oui, je comprends. Oui, vu ce qui s'est passé, l'histoire de soja avec les Américains, en effet, les autorités chinoises, parce que le marché en Chine, c'est vrai, c'est un marché, fonctionne comme un marché, mais la plupart des opérateurs, acteurs lourds, importants, ce sont tous des entreprises d'État publiques. Ça, c'est aussi une grande particularité chinoise. C'est pour ça, quelquefois, c'est le gouvernement chinois qui décide. La diversification, par exemple. Pourquoi pas, bien sûr, on a pris des mesures, etc. Pourquoi pas sorgho européen exporté vers le marché chinois? Avis lancé devant cette audience. Sorgho africain exporté un jour vers le marché chinois. Et aujourd'hui, l'Union européenne est importatrice nette. Ça va être compliqué d'exporter. À moyen et long terme, si si les Européens, les Français ou les autres Européens ont du disponible et exportable sorgho vers le marché chinois, pourquoi pas? Ça fait une partie de diversification vue depuis Pékin. Mais lorsque je parle de l'exportation de sorgho européen, français, italien vers le marché chinois, c'est plutôt sous 2 angles. Le premier niveau, pour exporter du sorgho ou de l'orge fourragère c'est déjà fait. La France a déjà signé des accords phytosanitaires avec la Chine. Pour exporter du sorgho, il faut aussi ce genre de protocole avec la Chine, même si sorgho, on n'a pas besoin de quota. Ça, c'est la première chose. Deuxième niveau... Et très vite pour finir, parce qu'on est en... Ok, merci. Deuxième niveau, c'est aussi au niveau économique, c'est-à-dire il faut qu'on soit sorgho français ou européen, il faut qu'il soit compétitif par rapport aux autres origines qui existent. Si toutes ces conditions sont réunies, je ne vois pas de raison de refuser l'origine européenne. Ok. Voilà. Je passe la parole à Ralph et ça sera le dernier mot de la table ronde. Alors, encore le dernier à vous, d'accord. D'autant que je pense qu'il faut aussi considérer ce problème dans la durée. Et je crois que les 4,5 millions de tonnes de sorgho américain sur la Chine, c'est pas pour demain. Parce que dans la situation actuelle et compte tenu de la difficulté des problèmes à résoudre, je ne pense pas
qu'un dîner entre M. Xi et M. Trump puisse résoudre le conflit États-Unis-Chine. On est dans le long terme. Dans le long terme, ça veut probablement dire que les tarifs sorgho resteront en place 2-3 ans. Moi, je situe ça sur le mandat de Trump au moins jusqu'en 2020. Ce ne sera pas réglé avant. Son premier mandat. Alors le dernier mot. Dernier mot, je pense que je suis tout à fait convaincu qu'on va avoir une production de plus en plus importante dans les années à venir. Pour l'Europe, je pense qu'il y a vraiment de la possibilité de développer cela, mais il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait de la production, il faut que ce soit les producteurs qui puissent semer. Et ça, c'est extrêmement important qu'il y ait des signaux de marché. S'il n'y a pas des signaux de marché, il n'y a pas de production. Et au jour d'aujourd'hui, on peut passer des 65% des importations chinoises à un part de marché des 31% pour 2018-2009. Donc, on ne sait pas trop exactement ce qui va se passer. Je pense que le sorgho est une culture qui peut avoir ses fondamentaux propres. Et on ne peut pas être dépendant finalement effectivement des réunions dans un restaurant. Je pense qu'il va falloir retravailler, comme a dit le président aussi, il faut travailler dans les débouchés et surtout on est là pour ça. L'organisation notamment de la filière. C'est ce qui malheureusement en Argentine nous manque un peu, c'est la coordination de la filière. On reboucle par rapport à ce qui a été dit ce matin, organisation, structuration, segment de marché. Merci beaucoup à tous les quatre. Je crois qu'on peut les applaudir. Je vais prendre juste une intervention de Max Schulman du Copa-Cogeca et puis ensuite on passe à la dernière présentation de ce matin. Et on est déjà en retard de 10 minutes. No, thank you for letting me have this opportunity to ask a quick question to Mr. Lee. He mentioned there an interesting thing. He said first European protocol, and then for sure he said, yeah, but French sorghum. To Mr. Lee, when do you see that China is ready to make a European protocol for sorghum, not a country-wise protocol? That would be a first step. Merci beaucoup pour monsieur. Il ne faut pas me prendre comme un négociateur chinois de négocier avec l'Union européenne. Mais je crois, comme ce que je vous ai expliqué, il existe deux niveaux pour exporter sorgho vers le marché chinois. Niveau gouvernemental, c'est-à-dire administratif, entre la Chine, importateur et exportateur comme l'Union européenne, comme l'Italie. Ça, c'est plutôt des démarches officielles auprès des autorités compétentes. Tandis qu'un importateur, il ne peut rien faire à la place des exportateurs là-dessus. Et après, une fois on a signé cet accord entre les deux gouvernements, suite au travail des exportateurs, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire des démarches auprès de l'Union européenne pour traiter ce genre de dossier lors de la rencontre. Parce qu'entre l'Union européenne et la Chine, il existe une commission mixte. Ils se rencontrent régulièrement pour traiter ce genre de dossier. Il faut, vous, les professionnels exportateurs, déposez vos demandes auprès des autorités bruxelloises